Tout d'abord, donc Sébastien Legrand. Je suis avocat à Rennes au cabinet Juris Domus. Donc c'est un cabinet qui intervient en droit des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, droit commercial. Donc un cabinet composé de 8 avocats et d'autant de collaborateurs. Voilà, donc moi, à titre personnel, j'interviens principalement en droit des sociétés et droit commercial et la fiscalité attachée aux sociétés. Bonjour à tous et à toutes, Sébastien Vivier, je suis expert comptable et commissaire aux comptes à Rennes et j'accompagne des créateurs de tous horizons. Et donc on va essayer de vous donner quelques pistes de réflexion. Le sujet, c'est de pas aujourd'hui nécessairement rentrer dans les détails trop approfondis. Donc encore une fois, vous aurez les supports disponibles sur le site. Mais c'est de vous donner quelques éléments de réflexion pour le choix de la forme juridique de votre création, de votre reprise. Alors justement, les critères de choix du statut juridique, quels sont-ils? Ces critères varient, peuvent dépendre de la nature de l'activité exercée, puisque en fonction de l'activité que vous souhaitez exercer, vous déterminerez éventuellement le statut le plus adapté. Alors, évidemment, en fonction de chaque critère, peut se détacher un statut et après, vous devez opérer un arbitrage. C'est toute la difficulté. Vous serez obligé, à un moment donné, de dire, voilà, je favorise plutôt l'aspect juridique et social et peut-être un peu moins fiscal, ou plutôt fiscal que juridique et social. C'est toujours une alchimie assez difficile à trouver. Hein. L'idée de départ, c'est de se fermer le moins de portes possible pour évoluer dans sa structure au fur et à mesure qu'évolue l'activité. Je pense que c'est l'idée principale. Et voilà, donc la nature de l'activité exercée peut être un critère de choix, hein, c'est-à-dire qu'on distingue l'activité commerciale proprement dite, l'activité artisanale et l'activité libérale. Hein. Donc en fonction de certains types d'activités, on s'oriente plus ou moins vers certaines formes ou certains statuts. Parallèlement, la volonté d'entreprendre seul ou à plusieurs. Donc évidemment, les choix ne sont pas les mêmes. Si l'on souhaite se lancer seul dans l'entreprise, ou alors s'associer, et on lâche déjà le mot, s'associer à plusieurs pour entreprendre, et à ce moment-là, l'orientation forcément va plus facilement vers la société. Également un point crucial au moment du choix, c'est l'existence d'un patrimoine privé à protéger. Évidemment, c'est une question récurrente. L'idée, c'est souvent de celui qui se lance a parfois une carrière derrière lui, a pu se constituer un patrimoine privé et évidemment, il n'entend pas faire porter le risque de l'entreprise sur la totalité de son patrimoine. Donc on va voir quelles sont les possibilités de protéger ce patrimoine privé. Les besoins financiers également. Les financiers peuvent vous orienter vers tel ou tel choix, puisqu'évidemment, il faut répondre à leurs critères pour qu'au final, les financiers vous suivent. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut s'assurer que la formule retenue sera compatible avec la mise en place de financement. Et ça rejoint le point suivant qui était la crédibilité. Voilà, d'accord, très bien. La crédibilité vis-à-vis des partenaires. Là aussi, hein, les banques notamment peuvent vous inciter très fortement, vous orienter vers une structure, une forme de structure, parfois, et à un certain niveau même, peuvent prendre place au sein de la structure de différentes manières. Donc, ce qu'on va évoquer sous le chapitre des sociétés. Critère important aussi, le fonctionnement de l'entreprise. Hein, dans notre présentation, on ira du moins complexe au plus compliqué ou plus lourd, hein, donc de l'auto-entrepreneur jusqu'à la société. Et donc ça peut être un critère de choix aussi. Évidemment, le régime d'imposition des bénéfices.
Donc ça, c'est un point crucial à traiter au moment de l'entreprise, avec le régime social, bien évidemment. Et voire même le régime social est sans doute le point, peut-être le point numéro 1 pour beaucoup d'entrepreneurs. Après, les coûts de création et de fonctionnement, ça fait partie éventuellement, je dirais que c'est un critère mineur dans le choix, puisque le démarrage n'est pas aussi coûteux que l'on peut parfois le penser. Donc voilà les critères autour desquels auxquels on doit réfléchir avant de démarrer. Et donc on trouve la présentation et le schéma, je vais dire du plus simple au plus élaboré, de l'entreprise individuelle sous ses différentes formes, c'est-à-dire l'entreprise individuelle classique que l'on connaissait il y a quelques années, auquel se sont ajoutées l'auto-entreprise et le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont on va dire quelques mots. Et à côté de cela, donc, on trouve les sociétés commerciales avec un fonctionnement tout à fait autonome. On s'est cantonné donc au SARL ou au URL, c'est la même chose, et SAS et SASU, dont on va dire quelques mots également. Donc voilà le plan. Donc le choix de l'entreprise individuelle. Alors les caractéristiques de l'entreprise individuelle, ça a le mérite de la simplicité, puisqu'effectivement, l'entreprise individuelle tourne autour d'une seule personne, l'entrepreneur, et le démarrage de l'entreprise, finalement, ne nécessite pas de capital social. Alors, évidemment, il y a des besoins financiers, mais il n'est pas tenu juridiquement, ou par les textes, à apporter une somme minimum pour les besoins de son activité. Bien entendu, il doit calibrer les financements en fonction du prévisionnel qui sera établi et s'assurer d'avoir les financements nécessaires au développement de son activité. Mais c'est vrai qu'il a la main sur le niveau d'activité qu'il entend avoir et les moyens financiers qu'il devra mettre en place. Donc, l'entrepreneur dispose des pleins pouvoirs. Ils n'auront compte qu'à lui-même, finalement, tient une comptabilité allégée, ne publie pas de compte. Donc, contrairement aux sociétés, le dépôt des comptes en entreprise individuelle n'est pas obligatoire. Et donc, on l'a dit, ne rend pas compte sur sa gestion. Donc, de ce point de vue-là, c'est très simple et moins fastidieux qu'une société. Le revers de la médaille, c'est sa responsabilité. Qui est illimité. C'est-à-dire que l'entrepreneur individuel engage la totalité de son patrimoine comme gage des créanciers, et donc en cas de mauvaises affaires, les créanciers peuvent se retourner sur le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel. Donc ça, c'est un point délicat. Et il existe une possibilité de mettre à l'abri l'habitation principale par le biais d'une déclaration d'insaisissabilité auprès d'un notaire. Donc il y a toute une procédure assez lourde finalement à mettre en place pour que l'habitation principale, à titre principal justement, ne soit pas dans le gage des créanciers, ne soit pas affectée à un usage professionnel. Bon, la mise en œuvre est un petit peu lourde et relativement rare finalement, puisque, vous le savez bien, le revers de la médaille, c'est qu'à une demande de financement, on demande de garantie. Et si on exclut effectivement de son patrimoine privé l'élément le mieux valorisé, bon, ça peut poser un problème d'accès au crédit. La fiscalité de l'entreprise individuelle, elle est assez simple également, si je puis dire. C'est que vous avez un système qui est basé sur le bénéfice dégagé par l'entrepreneur. Ce bénéfice, dans son intégralité, va être assujetti à l'impôt sur le revenu en fonction de la nature de l'activité, donc bénéfices commerciaux ou bénéfices non commerciaux pour les activités libérales. On peut se positionner en fonction des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser sur le système de la micro-entreprise. Donc dans ce cas-là,
le bénéfice est déterminé forfaitairement avec un abattement déterminé par l'administration fiscale et qui correspond à un forfait de charge forfaitaire, par définition. Voilà. Le régime social, alors là, on est toujours sur l'entreprise individuelle. On parlera de l'auto-entrepreneur tout à l'heure. Le régime social, c'est le régime social des indépendants, le RSI, dont on entend beaucoup parler actuellement, avec donc une couverture sociale, maladie, vieillesse, accident du travail, allocation familiale, des cotisations qui sont un petit peu moins élevées que lorsque vous êtes salarié. Je dis ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans savoir sans doute que ça va augmenter pour les indépendants, avec malheureusement à cotisation moins importante, couverture sociale moins importante, puisque la retraite régime indépendant est moins élevée que pour un régime salarié. Alors, ce qu'il faut retenir également dans ce système d'entreprise individuelle, c'est que lorsque vous êtes entrepreneur individuel, vous êtes obligatoirement affilié au système des indépendants. Donc, je parlais du RSI, mais il y a d'autres caisses qui couvrent les activités indépendantes, notamment lorsque vous êtes en profession libérale. Donc, l'affiliation est obligatoire avec la perception, c'est un point très important, d'un minimum de cotisation par ces caisses. Sauf si on se positionne dans le cadre du régime microsocial qu'on va évoquer tout à l'heure, à savoir le système auto-entrepreneur. Donc les grands avantages de l'entreprise individuelle, c'est, vous l'avez compris, une grande simplicité dans la création. Ça va très vite en termes de création. Ça peut aussi aller très vite en création de société. La grande liberté liée à la grande simplicité. La grande liberté, puisqu'on a un formalisme juridique qui est quasi inexistant. La possibilité aussi, bon, c'est, je dirais, assez accessoire, mais de pouvoir déduire des intérêts d'emprunt, titres professionnels, et de pouvoir compenser ces revenus avec les autres, ces déficits en tant qu'entrepreneur avec les autres revenus du foyer fiscal. Alors il y a quand même un certain nombre d'inconvénients qui sont l'absence de séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, à savoir que si vous créez une entreprise individuelle et que demain vous êtes en situation de dépôt de bilan, alors pour les entreprises individuelles ça s'appelle liquidation personnelle, ça porte bien son nom parce que vous êtes directement impacté sur vos biens personnels des dettes nées de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de caution bancaire qui est demandée en entreprise individuelle, puisque de facto, vous êtes caution, puisque vous êtes personnellement engagé sur vos biens. Vous êtes tenu théoriquement de rembourser également les dettes qui seraient nées de TVA en retard, de cotisations sociales en retard. Voilà. Donc, il faut le savoir, sauf déclaration d'insaisissabilité, c'est pas facile à dire, pour votre habitation principale, mais ça ne concerne que l'habitation principale. Donc si vous avez à côté un petit peu d'épargne, ben, ça peut faire l'objet de perception en cas de difficulté financière de l'entreprise. La fiscalité est un élément de réflexion très important puisque si tout va bien, si les bénéfices sont là, eh bien, vous pouvez arriver sur des niveaux de fiscalité plus élevés à titre personnel que l'impôt société. Surtout avec la future création d'une tranche encore supérieure au barème, donc effectivement, et le gel des seuils, donc la fiscalité personnelle va être d'autant plus défavorable. Alors il y a surtout un élément déterminant, à mon sens, dans le choix ou pas de l'entreprise individuelle, c'est est-ce que je prélève l'intégralité du bénéfice?
Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Si vous êtes en entreprise individuelle, vous avez vu que l'ensemble du bénéfice est imposé, premièrement impôt sur le revenu, et également soumis à charge sociale. La difficulté dans ce système, c'est que si je réalise par exemple un bénéfice de 30 000 euros, notamment en phase de création, on ne sait pas forcément où on va et on peut très bien avoir un bénéfice important la première année, il ne faut pas l'exclure. Eh bien, moi en tant que créateur, si je me dis pour pas prélever, ponctionner de façon trop importante la trésorerie de l'entreprise, je vais réaliser un prélèvement limité à 10 000 euros. Eh bien, la mauvaise surprise, c'est que j'aurais prélevé seulement, entre guillemets, 10 000 euros sur 30 000 euros de bénéfices, mais je vais quand même payer des charges sociales, sauf bénéfice de l'ACRE, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais payer des charges sociales sur l'ensemble de ce bénéfice, à savoir les 30 000 euros, et l'impôt sur le revenu sur les 30 000 euros. Donc on arrive vite dans des situations comme ça, à un montant de prélèvements fiscaux et sociaux supérieur à mes propres prélèvements personnels sur l'entreprise. Donc ce qui peut être un petit peu gênant, si je puis dire. Alors, par contre, à terme, si votre dynamique, c'est de se dire « je prélèverai l'ensemble du bénéfice », alors oui, là, il peut y avoir un vrai intérêt à rentrer dans ce système de simplicité de l'entreprise individuelle. Je poursuis avec l'auto-entrepreneur. On vous invitera à nous poser des questions en fin de séance ou à venir individuellement nous poser des questions si besoin. L'auto-entrepreneur, on en entend beaucoup parler. Alors là, on est sur la réglementation que l'on connaît actuellement, qui est extrêmement mouvante actuellement, avec des projets de loi qui sont en cours. Jusqu'à présent, donc, le régime auto-entrepreneur, c'était de l'ordre de 82 000 euros de chiffre d'affaires pour des activités d'achat-revente et de l'ordre de 33 000 euros pour des activités de prestation de services. Donc, en dessous de ce niveau de chiffre d'affaires, attention à ramener un rythme annuel. Donc, si vous commencez le 1er juillet 2012 votre activité, il faut multiplier votre chiffre d'affaires à chaque fois par 2 pour obtenir ou pas le dépassement des seuils de chiffre d'affaires. Attention, c'est un point très important. Le système d'auto-entrepreneur, je voudrais rappeler que c'est avant tout un système qui existait déjà en entreprise individuelle. Pour la partie fiscale, ce qui n'existait pas, c'était le prélèvement qui existe en fonction de votre chiffre d'affaires, prélèvement de charges sociales qui est calculé en fonction du chiffre d'affaires. Donc, vous avez un système déclaratif qui est relativement simple, si je puis dire. Vous déclarez tous les mois, tous les trimestres votre chiffre d'affaires et sur ces bases sont calculés au moins le montant de vos charges sociales et, si vous le souhaitez, le montant de votre impôt sur le revenu. La création, très facile, qui est un enregistrement sur Internet et puis voilà, une déclaration et paiement des cotisations en ligne. Donc voilà pour l'auto-entrepreneur. Et dernier point concernant l'entreprise individuelle, l'EIRL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc on a une sorte de régime hybride entre l'entreprise individuelle et puis la notion de responsabilité limitée qu'on connaissait sous couvert des sociétés. Donc ce régime a été introduit en 2010 et l'idée c'était justement de permettre à des entrepreneurs individuels de protéger une partie de leur patrimoine sans avoir à basculer, j'allais dire, jusque dans une forme de société. Donc cette loi de 2010 autorise tout entrepreneur individuel à affecter à une activité professionnelle, donc à son activité, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. Donc ça, c'est une révolution en droit français parce que jusqu'alors, on considérait que chaque personne avait un seul patrimoine. Et aujourd'hui, s'est développée donc la théorie du patrimoine d'affectation. C'est-à-dire qu'au sein du patrimoine qu'on connaissait, on sépare le professionnel et le privé.
sans passer par la création d'une personne morale. Donc la personne morale, là on vise la société. Donc on n'est toujours pas en société et malgré tout, on choisit au sein de son patrimoine ce qui sera affecté à l'activité professionnelle et ce qui supportera les risques de l'activité professionnelle. Donc on fait le parallèle avec l'entreprise individuelle tout court qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'entreprise individuelle tout court, on peut mettre son habitation principale à l'abri et c'est tout. Là, dans l'EIRL, on choisit dans son patrimoine ce qu'on affecte à l'activité professionnelle. Et donc, ce patrimoine d'affectation, c'est le gage des créanciers professionnels. C'est-à-dire qu'en cas de mauvaises affaires, les créanciers ne peuvent recouvrer leurs créances qu'en réalisant le patrimoine d'affectation et les éléments qui composent ce patrimoine. Donc, évidemment, le but, mieux protéger le patrimoine de l'entrepreneur individuel. Alors, évidemment, il y a un formalisme inhérent à cette déclaration d'affectation. Donc, elle est faite par l'entrepreneur lui-même, qui a la main sur les choix des biens affectés, et donc il détermine les biens nécessaires à son activité professionnelle. Et éventuellement, on peut avoir aussi des biens à usage mixte, mais principalement activité professionnelle. Alors, évidemment, dès qu'un bien immobilier est touché par cette affectation, l'acte est fait par un notaire. Alors se pose le problème de la valorisation des éléments composant ce patrimoine d'affectation. Et donc, l'évaluation préalable des actifs affectés, donc pour cela, on a recours à un commissaire aux comptes ou expert comptable, à partir du moment où on a une valeur unitaire des biens supérieure à 30 000 euros. Donc, ce qui peut aller assez vite en fonction du type d'activité. C'est vraiment le type d'activité qui peut déterminer la valeur des éléments qui seraient affectés à l'exercice de cette activité. Ceci dit, vous pouvez venir voir un expert comptable de toute façon. De toute façon, ça n'empêche pas. Donc l'évaluation est jointe à la déclaration et l'idée de cette évaluation et de recours aux experts, c'est que il faut que les biens qui composent ce patrimoine d'affectation soient correctement évalués. Et on fait d'ailleurs peser sur l'entrepreneur une responsabilité à ce titre, pendant 5 ans, s'il retient une valeur différente de celle qui figurera dans le rapport de l'expert. Donc ça, c'est très important parce que le but, là, c'est vis-à-vis des tiers d'avoir une valorisation qui soit cohérente. Donc la déclaration est déposé donc au registre du commerce, et donc avec une publicité légale. L'inconvénient, c'est que l'entrepreneur individuel qui fait cette déclaration est donc tenu d'effectuer un dépôt des comptes annuel, puisque évidemment il a rétréci le gage des créanciers et donc on le contraint à plus de transparence. Alors, un élément très important dans le IRL, c'est que vous avez compris que c'est un statut qui est entre le statut de l'entreprise individuelle, même si c'est une entreprise individuelle à part entière, mais on est à mi-chemin entre l'entreprise individuelle classique et la société. Et la conséquence de ça, la première conséquence, c'est une conséquence fiscale, c'est que vous avez la possibilité de choisir le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés. Donc le régime de l'impôt sur les sociétés au niveau de l'EIRL fonctionne de la façon suivante. Tout à l'heure, je disais entreprise individuelle, imposition des charges sociales et de l'impôt sur le revenu sur l'intégralité du bénéfice. Ici, je vais avoir mes prélèvements personnels en tant que chef d'entreprise, chef de IRL, si je puis dire, qui vont être soumis à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales. Et le bénéfice restant après déduction de ces prélèvements, s'il reste dans la société, il est soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc avec un taux de base
à 15% jusqu'à 38 000 euros. Vous l'aurez sur les slides suivants. Au-delà de 38 000 euros, 33 un tiers, si on choisit d'être dans le système impôt société. On peut très bien rester dans le régime de base, je dirais, à savoir système impôt sur le revenu, comme pour l'entreprise individuelle classique. Alors, 2 mots en conclusion de l'EIRL. Premier point, les avantages. Donc, c'est plus simple à constituer qu'une société. Je ne vais pas dire que c'est beaucoup plus simple parce que ça serait beaucoup dire. On reste sur une EIRL, sur une entreprise individuelle, avec donc un chef d'entreprise, pas de formalité juridique sauf le dépôt des comptes annuels, et les mêmes avantages que pour l'entreprise individuelle que j'ai évoqué tout à l'heure. Les inconvénients, pas de possibilité de s'associer puisque ça reste une entreprise individuelle. Et puis donc avec les problématiques d'évaluation au départ, les problématiques d'autorisation du conjoint, et puis accessoirement les problématiques sur les locaux personnels. Voilà, donc là on va passer maintenant sur la partie société. Partie société, donc le choix de la société. Donc on a un tronc commun qui concerne, j'allais dire, toutes les sociétés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une société? Donc il y a une définition qui existe, définition légale, donc qui part d'ailleurs du Code civil, et qui vient nous dire que le contrat, c'est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Donc l'acte constitutif de la société, c'est ce qu'on appelle les statuts. La société, ça désigne la personne juridique de la société, dite personne morale. Donc c'est-à-dire que la société, contrairement au fonctionnement sous l'entreprise individuelle, la société est une personne, juridiquement, est une personne à part entière, avec des droits et des devoirs, un patrimoine propre, distinct de celui des associés, et des droits et des devoirs, capacité à agir en justice. Voilà, donc les associés donc, peuvent, sous couvert de la société, agir sans apparaître personnellement. Alors les conditions communes à toutes les sociétés, un ou plusieurs associés. Donc en fonction des formes de société, on peut effectivement réduire le nombre d'associés à 1. Ça concerne donc la SARL. Si l'associé est seul, on tombe dans l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et non pas EIRL, attention de ne pas confondre. Donc SARL, plusieurs associés, EURL, un seul associé, mais régime et fonctionnement similaires. En SAS également, plusieurs associés SAS, société par action simplifiée, un seul associé, SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. Donc le U, on le retrouve à la fin. Voilà, ce sont les sociétés dans lesquelles on peut trouver un seul associé. Après la SA, société anonyme, là, ce n'est pas possible. Il faut un minimum de 7 actionnaires minimum. Donc c'est un ou plusieurs associés. Des apports. Alors les apports peuvent être de plusieurs types. Je passe sur l'apport en industrie qui est rarissime. On trouve de manière classique les apports en numéraire et les apports en nature. Les apports en numéraire, qu'est-ce que c'est? C'est du cash, c'est une somme d'argent, tout simplement, dont la société peut avoir besoin au démarrage. Les apports en nature, ce peut être un bien particulier que j'apporte à la société, et ça peut parfois être aussi des titres de société qui sont apportés à une autre société, mais ça peut être n'importe quel bien qui serait utile à la société dans son fonctionnement. Un apport en nature, ça peut aussi être mon fonds de commerce, que j'exploitais jusqu'alors en qualité d'entrepreneur individuel, que je décide
de passer en société. Et à ce moment-là, il est tout à fait envisageable d'apporter mon fonds de commerce, voire mon entreprise individuelle, à une société que je constitue. Les autres conditions communes, donc participation aux résultats sociaux, que ce soit aux bénéfices ou aux pertes, effectivement, on ne peut exclure un associé de la participation, de participer aux bénéfices ou aux pertes. L'affectio societatis, donc là, ça vise la situation où l'on a plusieurs associés et c'est la volonté de s'associer, de collaborer à une activité commune. On peut imaginer qu'un tribunal vienne constater la dissolution d'une société à la demande d'un des associés s'il arrive à démontrer que dans le fonctionnement et dans leur rapport, les associés n'ont plus l'affectio societatis, mais malgré tout qui est une notion un petit peu en voie de disparition. Mais dans les règles, c'est vrai que c'est parfois une porte de sortie d'un point de vue juridique. Donc normalement, il doit être présent. C'est la volonté de s'associer en commun. Alors les conditions de forme. Une société naît par la rédaction des statuts. Donc il y a des mentions obligatoires dans les statuts qui sont prévus au Code de commerce, qui sont donc les apports, la forme. Donc les apports, on en a parlé. La forme, SARL, SAS. L'objet, la vente de fleurs, le négoce de quincaillerie, voilà, c'est vraiment l'activité. Alors, on distingue un petit peu, vous trouverez parfois l'objet et l'activité même. L'objet, c'est tout ce que la société peut faire. Parfois, on a un objet assez large. Et l'activité, ensuite, c'est ce que vous déclarez. C'est vraiment ce sur quoi vous concentrez et c'est ce qui génère la part prépondérante de votre chiffre d'affaires. La dénomination, puisque cette nouvelle personne a un nom qui lui est propre, donc on peut donner un nom, une dénomination à la société. Bien sûr, il faut respecter les sociétés déjà existantes, éventuellement sur le même créneau, et faire attention aux marques qui seraient déposées également en fonction, par classe, en fonction des créneaux. Donc il faut faire attention à ça, c'est une vérification préalable à la constitution d'une société. Le siège social, donc là c'est le lieu d'exercice. Alors le siège social, c'est un caractère un petit peu administratif. C'est là où effectivement on trouve de manière plus classique les bureaux de la société, et très souvent, majoritairement, les bureaux et les lieux de gestion de la société se trouvent également sur le lieu d'exploitation. Donc on a souvent le siège social et l'établissement principal de la société au même endroit. Le capital qui est constitué par les apports. La durée de la société, donc c'est une personne morale de manière classique. Donc on prévoit une durée de 99 ans puisque la société survit à ses associés. Et lorsque les associés cèdent au moment, par exemple, au plus tard de leur départ, au moment de leur départ en retraite, les successeurs reprennent la société telle qu'elle existe et la société poursuit sa vie et peut déjà avoir 50 ans d'âge. Et enfin, les statuts prévoient les modalités de fonctionnement. Donc, on verra un petit peu tout à l'heure les modalités de décision au sein de la société. C'est beaucoup plus lourd qu'en entreprise individuelle. Autant la constitution elle-même n'est pas spécialement lourde parce que ce sont des choses, des régimes qui sont bien connus, maîtrisés. Autant le fonctionnement d'une société, on peut faire des choses un petit peu à la carte, notamment en SAS, qui correspondent vraiment aux besoins des associés. Et donc, la constitution se matérialise par la signature des statuts. Ces statuts donc, sont obligatoirement enregistrés aux impôts, donnent lieu à une publicité légale. Donc, on parlait de coût de constitution, c'est un petit peu ce qui participe au coût, sachant que l'enregistrement des statuts est gratuit. Par la suite, ce n'est pas forcément vrai quand il y a des évolutions, mais c'est pour tordre un petit peu le cou aux idées selon lesquelles une société est forcément chère à constituer. Vous avez le coût de la rédaction des statuts, certes. Derrière, l'enregistrement est gratuit. Vous avez une publicité légale, allez, c'est à peu près 150 à 200 euros. Le dépôt au greffe et l'immatriculation au RCS, ça tourne autour de 80-90 euros. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire. Et le greffe, lui, se charge de la publication d'un avis au BODAC, qui est le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Et donc, c'est l'immatriculation de la société
qui confère à la société la personne morale. Et donc, cette immatriculation se matérialise par l'émission de l'extrait CABIS, le fameux extrait CABIS que tout fournisseur ou tout banquier ne manquera pas de vous demander. Et dessus figure la date d'immatriculation. Et c'est à partir de cette date que la société a la personnalité morale, a son patrimoine propre. Et donc, il faut être prudent au moment de la constitution de la société et de la rédaction des statuts, de bien reprendre, de faire reprendre par la société les actes qui seraient passés antérieurement par les associés, pour qu'ils n'en subissent pas éventuellement les conséquences sur le patrimoine propre, s'il devait y avoir des difficultés. Donc les caractéristiques, dans l'introduction, j'ai un petit peu entamé le sujet. Donc un EURL, ça permet de réviser. Alors un associé unique et SARL 2 à 100 associés. Effectivement, on a une limitation à 100 associés. Bon, j'ai jamais vu cette limitation atteinte, mais théoriquement, c'est possible. Un ou plusieurs, le dirigeant d'une SARL ou une URL, donc c'est le gérant, et s'ils sont plusieurs, ce sont les co-gérants. Donc on n'a pas de limitation au niveau des co-gérants. On peut très bien imaginer qu'on ait en URL un associé unique, Monsieur A, et un gérant qui soit Monsieur B. C'est totalement dissocié. Le capital est libre. Alors quand on dit le capital fixé librement, c'est-à-dire dans son montant. Pour constituer une société, il faut à minima, c'est la fameuse société à 1 euro qu'on nous a vendue il y a quelques années. Toutefois, je mets au défi de constituer une société avec 1 euro de capital et ensuite de pouvoir fonctionner librement. Donc évidemment, il faut vraiment des activités qui nécessiteraient peu de capitaux, à minima. On voit les capitaux les plus faibles, ça peut être 1 000 euros par exemple, c'est tout à fait possible. Alors les statuts, donc encadrés par la loi. Donc il y a des règles impératives qui s'imposent aux associés. Donc le fonctionnement, donc on l'a dit, direction, un ou plusieurs gérants. Le cas le plus fréquent, donc un gérant associé, et le gérant peut être personne physique associée ou non. Les décisions, par contre, sont prises par l'associé unique. Alors quand on parle de décision, c'est un certain nombre de décisions. Le gérant prend toutes les décisions de gestion, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'activité à proprement parler, c'est-à-dire l'achat de matières premières ou de produits en vue de les revendre. Il prend les décisions de les vendre, fixe les prix, organise l'activité en tant que telle. Par contre, l'associé unique, lui, il a la main sur notamment la modification des statuts. Tout ce qui serait défini dans les statuts ne peut être modifié que par l'associé unique. Et il peut, dans le cadre d'un fonctionnement interne, limiter les pouvoirs du gérant. Mais il faut savoir que ces limitations du pouvoir du gérant ne sont pas opposables au tiers. Et le gérant a vraiment la main sur toutes les décisions et par sa seule signature engage la société. Par contre, s'il outrepasse les droits qui lui ont été confiés par l'associé unique, il engagerait sa responsabilité à titre personnel. Après, si les actes posent difficulté, l'associé unique pourrait éventuellement réclamer un dédommagement au gérant. Bon. Donc le URL, approbation des comptes simplifiés. Donc il y a une évolution permanente et récente au niveau du dépôt des comptes. En 2008, donc, si on a une identité d'associé unique et de gérant, pas de dépôt au greffe du rapport de gestion. Ça a évolué ensuite en 2009, là avec une dispense d'établir le rapport de gestion si on est en dessous de certains seuils. Et pour finir, au 22 mars 2012, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de dépôt au greffe du rapport de gestion. Mais ça, c'est vrai aussi pour les autres sociétés, pas que l'URL. Donc ça, c'est aussi une petite révolution parce que le rapport de gestion était un outil pour les tiers pour glaner des informations sur éventuellement un fournisseur ou un client. On pouvait donc commander au greffe les comptes de l'exercice passé et le rapport de gestion qui devait comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Aujourd'hui, il n'a plus à être déposé au greffe.
Toutefois, on est dans l'attente d'un décret qui doit nous préciser, puisqu'il doit être tenu à disposition de toute personne au siège social et éventuellement, il peut être demandé. Donc, c'est toujours un petit peu... on se fait rattraper un petit peu par notre biais. Pour l'instant, le décret n'est pas sorti et puis, je pense, les procédures de ce type sont assez rares. Bon, les commissaires aux comptes, si on dépasse certains seuils, donc ça, c'est pour information. Hein, donc, le principe, c'est pas de commissaire aux comptes, sauf si on dépasse des seuils qui sont déjà très, très élevés. Pour la SARL, on va avancer rapidement. C'est un peu le même type de fonctionnement, hein, co-gérance, un seul ou plusieurs gérants et une approbation des comptes annuels. Donc voilà, là, seul peut-être, voilà, le modification, bah, c'est les modalités des prises de décision, puisqu'effectivement, autant l'associé unique prend ses décisions et les formule sur un procès verbal de décision, les décisions en SARL sont prises de manière collective. Donc, il y a des règles de majorité qui sont fixées par le code de commerce en fonction du type de décision, tantôt ordinaire ou extraordinaire, c'est-à-dire modification des statuts qui nécessite une majorité renforcée. Donc c'est ce qu'il faut retenir et éventuellement on retrouve le concept de minorité de blocage puisqu'effectivement quelqu'un qui serait minoritaire peut chercher à obtenir à minima une minorité de blocage pour empêcher certaines prises de décision, en tout cas pour que la décision nécessite qu'il adhère pour être voté. L'approbation des comptes, réunion annuelle, hein, c'est l'assemblée annuelle d'approbation des comptes. Donc, chaque société, déjà à la base, est tenue de déterminer les dates d'exercice social. Un exercice social a une durée de 12 mois, hein, sauf le premier qui peut être rallongé ou raccourci mais c'est exceptionnel. Et ensuite, un exercice social a une durée de 12 mois. Et dans les 6 mois de la clôture du bilan, les associés doivent se réunir pour approuver les comptes annuels et affecter le résultat. Donc c'est aussi vrai pour l'associé unique. Et donc c'est un extrait de ce bilan qui est déposé au greffe, qui comporte donc l'actif, le passif et le compte de résultat, ainsi que les annexes, mais sans les détails. Donc les règles de commissaire aux comptes, ce sont les mêmes. La responsabilité, point important, puisque une des raisons, on l'a dit en introduction, du recours à la SARL ou à la société de manière générale, ça peut être la volonté de minorer sa responsabilité. Donc la responsabilité est limitée aux apports des associés. Donc celui qui fait l'apport de 1000 au capital d'une société, qu'est-ce qu'il risque? Il risque de perdre ces 1000 euros si la société fait de mauvaises affaires. Évidemment, il y a des possibilités de contourner cette règle. C'est la caution, puisque effectivement, les banques peuvent être amenées, surtout dans le cadre d'une société jeune, à solliciter la caution des associés ou des dirigeants. Le gérant, de son côté, lui, est responsable de ses fautes de gestion. Bien entendu, donc il doit gérer la société en respectant les règles légales et ne doit pas notamment confondre la caisse de la société avec sa propre caisse, ce qui n'est pas le cas et ce qui parfois pose problème pour des personnes qui étaient auparavant d'entreprises individuelles où là, je dirais que la caisse est un pot commun. Autant en société, les choses sont bien séparées, hein, et il faut faire attention un petit peu à tout ça, quoi. La fiscalité EURL et SARL, c'est un peu, en tout cas pour l'EURL, le même principe que l'EIRL. Donc c'est soit je suis en système impôt sur le revenu, soit j'opte pour l'impôt sur les sociétés. Je ne m'étends pas sur le sujet. SARL, si vous n'êtes pas entre membres d'une même famille et que vous n'avez pas souhaité opter dans les 5 premières années pour l'impôt sur le revenu, par défaut, c'est le régime impôt-société qui s'applique. Le gérant, sa rémunération, version impôt sur le revenu, elle est imposée à l'impôt sur le revenu avec le reste des bénéfices. Version impôt-société, elle est imposée dans la catégorie traitement et salaire, avec l'abattement de 10%. Voilà ce qu'on peut dire sur les aspects fiscaux. Alors, un point important, c'est le régime social du gérant. Donc, les charges sociales sont calculées
pour un gérant majoritaire d'une société à l'IS sur les prélèvements du gérant. Donc sur la rémunération du gérant, on applique les charges sociales obligatoires et on peut cotiser pour compléter sa couverture sociale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est moins élevée en régime indépendant qu'en régime salarié. Si vous souhaitez cotiser à des régimes facultatifs et complémentaires, ce qu'on appelle des régimes de type loi Madelin, ces cotisations viennent en déduction, comme les autres charges sociales, du bénéfice. Donc les charges sociales sont prises en charge par la société. Voilà, donc tout ça dépend de la notion de gérant majoritaire, minoritaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que si l'ensemble des gérants ou le gérant tout seul dépasse 50% du capital social, il devient de fait gérant majoritaire. C'est la notion de lien de subordination en matière de droit du travail. Donc, avantages, inconvénients, donc sous le titre de URL et CRL, mais c'est vrai là, pour toute forme de société, hein, ça peut être étendu aussi à la SAS. Avantage, donc responsabilité limitée aux apports, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'engage 1000 dans le capital, je ne risque que de perdre 1000, sauf caution bancaire ou éventuelle faute de gestion. Régime fiscal qui vient d'être évoqué. Donc là, on a des options possibles. Donc on peut arbitrer en fonction de sa situation personnelle aussi et de son foyer fiscal. Donc pour cela, c'est très intéressant. On peut panacher ses revenus entre rémunération d'une part, hein, de ses fonctions de gérant, et les dividendes d'autre part, pour les structures à l'IS, hein, puisque chaque année, donc on a dit on devait se réunir pour approuver les comptes. Si l'on constate un bénéfice, on peut éventuellement le mettre en distribution, ce qui constitue les dividendes, et qui a un mode de taxation particulier, et ça devrait encore bouger ces prochains jours, ou l'année prochaine en tout cas. Et intérêt important aussi de la société, structure évolutive facilitant l'entrée de nouveaux associés. Effectivement, il est facile à dire, mais vous pouvez faire entrer au capital de nouveaux associés tout simplement en cédant des parts de la structure. Alors évidemment, vous diminuez votre pourcentage, mais ça permet de faire entrer de nouveaux associés, soit en leur cédant des titres que vous détenez, soit ces associés font de nouveaux apports à la société, et ces apports sont rémunérés par l'attribution de parts sociales. Les inconvénients, frais et formalisme de constitution. Les frais, c'est relatif. Le formalisme, c'est vrai que c'est un petit peu plus lourd, mais bon, c'est absolument pas de montagne. Le formalisme de fonctionnement, c'est vrai que pour quelqu'un qui est tout seul, c'est plus lourd que l'entreprise individuelle. Quand on est plusieurs, de toute façon, c'est un cadre nécessaire, je pense, au bon fonctionnement de la vie des associés. Et risque de compte courant débiteur, effectivement, on parlait de ne pas confondre la caisse de la société avec sa propre caisse dans le cadre d'une société. Donc les prélèvements par les associés ne peuvent pas être supérieurs finalement aux sommes que leur devrait la société, soit au titre de rémunération ou de dividendes. Très rapidement, la SAS. Tous les principes généraux qu'on a évoqués concernant la SARL sont applicables à la SAS, tant en ce qui concerne les associés que le capital. C'est exactement la même règle. L'un des intérêts de la SAS réside dans la liberté contractuelle qu'elle procure, puisque les règles, l'encadrement justement du code de commerce est moindre, et on a plus de liberté pour organiser dans les statuts notamment le fonctionnement de la société, hein, avec les modalités de décision collective, et on peut aussi insérer dans les statuts des clauses particulières, donc beaucoup plus grande liberté contractuelle avec la SAS. Alors certaines clauses, effectivement, on peut les insérer dans les statuts. Parfois, ça peut faire l'objet d'un pacte d'associés signé ensuite à côté des statuts, puisque les statuts sont publics parce que déposés au greffe du tribunal de commerce, alors que le pacte d'associés, lui, est un document interne.
La direction, à ne pas confondre, donc c'est un président qui dirige la SAS. Il n'y a pas de coprésidence possible. Donc ça peut être aussi une modalité de réflexion. Le président, et on peut lui adjoindre des directeurs ensuite. Donc c'est parfois un petit peu lourd pour des petites structures, mais l'intérêt peut être aussi au niveau social. On va en parler tout à l'heure. Dans le fonctionnement, commissaire aux comptes dispense, sauf si on dépasse certains seuils ou si la société contrôle ou est contrôlée par une autre société. Les comptes annuels, donc pas de dépôt du rapport de gestion. Également, aujourd'hui, la règle est étendue. Responsabilité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose que la SARL, responsabilité limitée aux apports qui ont été faits soit au moment de la Constitution, soit au moment d'une augmentation de capital. Et le président répond de ses faits et gestes, de ses fautes éventuelles, tout comme un gérant. Fiscalement, c'est le même système qu'une SARL à l'IS. Donc, vous avez la rémunération du président, ses charges sociales qui sont prises en charge par la société. Le reste étant, après déduction des autres charges, soumis à l'impôt société, avec la possibilité d'opter pendant les 5 premières années à l'impôt sur le revenu.